Alors, bonjour à tous. Marie Lacasse, je suis conseillère en gestion de projet au CQCM. Alors, comme il est déjà 10h30, je vais commencer tranquillement. Il y a sûrement des personnes qui vont se joindre à nous dans les prochaines minutes, mais pour respecter l'horaire, on va y aller rondement. Donc, le CQCM a pour mission de participer au développement social et économique du Québec en favorisant le plein épanouissement du mouvement coopératif et mutualiste québécois. Donc, je vais y aller avec la présentation des intervenants pour ce webinaire. Et puis, pendant ce temps, je vous invite à écrire dans le chat comment vous vous sentez face à l'idée de tenir une assemblée générale à distance en ce moment. On va y aller avec la présentation de M. Evan Murray, qui est directeur régional à la CDRQ. Donc, Evan, à toi la parole. Oui, bonjour tout le monde. Merci Marie. Donc, en effet, très heureux d'être ici avec vous pour parler d'Assemblée générale et de vie coopérative. Donc, petit mot sur la CDRQ. Là, on est une équipe de 35 professionnels répartis partout au Québec avec les coops à tous les niveaux. Là, donc, tant en démarrage, en croissance, en développement, en redressement. Je dirais que depuis les 100 derniers jours, on est beaucoup à interpréter les programmes gouvernementaux, aide à la prise de décision là, dans un contexte de pandémie. Donc, au quotidien avec nos coops, c'est ce qu'on fait. Donc, bien content d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Evan. Alors, je passe la parole à Maître Robert Collard, conseiller juridique au Consortium de ressources et d'expertise coopérative. Oui, bonjour à tous. Merci Marie. Comme disait Marie, je suis avocat, conseiller juridique au Consortium de ressources et d'expertise coopérative depuis 1 an. Le Consortium, c'est une coopérative de solidarité qui offre des services spécialisés finalement aux entreprises d'économie sociale au Québec. On regroupe une cinquantaine de professionnels, une vingtaine d'expertises différentes, toutes des expertises qui permettent vraiment aux entreprises d'économie sociale, dont les coopératives, d'assurer leur développement, leur croissance. C'est sûr que, comme Evan disait, pour la CDRQ, ces temps-ci, on est beaucoup une salle d'urgence. On gère beaucoup des choses qui peuvent arriver à la dernière minute, des dissolutions, des transactions. Plusieurs choses qu'on peut faire, là. Mais dans tous les cas, on est au service de l'économie sociale. Bonjour. Parfait, super. On est revenu avec le PowerPoint. Donc, on va passer à la CETAT 4 pour vous donner une petite idée des questions qu'on a déjà reçues à l'avance. Donc, on a 8 questions. Je vous épargne la lecture plate de toutes ces questions-là parce qu'on va revenir avec des acétates avec ces questions-là. Et puis, pendant qu'on passe à la première question, qui est « Est-il permis de tenir une assemblée annuelle à distance ?» Je vous invite encore une fois à mettre vos réactions dans le chat sur comment vous avez reçu cette directive. Donc, je passe la parole à Robert pour répondre à cette question. Oui, donc techniquement, comme vous le savez, il n'est pas permis de tenir une assemblée générale annuelle à distance. Ça, c'est la première chose. La loi, c'est ce qu'elle prévoit. C'est seulement prévu normalement pour les assemblées qui sont des assemblées extraordinaires. Cela dit, depuis le 26 avril dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux décrétait un arrêté ministériel, finalement, qui permettait désormais à toutes les réunions des assemblées, dans la mesure où tous les membres peuvent communiquer entre eux. Donc, c'est quelque chose de vraiment nouveau là, en ce qui a trait aux coopératives, de pouvoir tenir ce genre d'assemblée-là à distance. Cela dit, il y a certains critères à respecter, notamment au niveau du vote. Là. Il y a plusieurs questions qui nous ont été posées. Là, on y reviendra un peu plus tard. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est désormais possible de tenir ce genre d'assemblée à distance. Parfait. Donc, la seule réaction que j'ai eue, c'est bonne nouvelle. On est content de pouvoir tenir ces assemblées-là à distance. Ça va nous permettre d'innover comme mouvement coopératif. Donc, je vais passer à la deuxième question. Donc, qui est un peu en réaction à cette question-là. Donc, est-il permis de tenir une assemblée annuelle sous forme présentielle en respectant les directives sanitaires? Donc, en même temps, je vous inviterai à répondre dans le chat si vous avez des réponses à cette question-là et je passe la parole à Robert pour répondre à la question. Oui, alors la réponse à la question, à notre avis, est non. Comme vous le savez, depuis le 20 mars, le gouvernement interdit tout rassemblement intérieur et extérieur, sauf certaines exceptions.
à notre analyse finalement du décret qui est en vigueur et qui a été modifié là, à quelques reprises, c'est toujours pas permis de tenir des assemblées générales annuelles sous la forme présentielle. Donc, c'est pour ça que nous, on recommande quand même la tenue d'assemblées à distance, le contenu qui s'est permis en vertu de l'arrêté dont on a parlé précédemment. Cela dit, il faut garder en tête aussi que c'est possible de tenir des assemblées annuelles à distance désormais, mais c'est seulement possible pour la durée de l'état d'urgence sanitaire. Donc, si demain matin, le décret n'est plus en vigueur, par exemple, ou l'état d'urgence sanitaire n'est pas renouvelé par le gouvernement, cette permission-là ne sera plus possible. En fait, ce sera plus possible de tenir des assemblées annuelles à distance. Donc, il va falloir là, tenir l'assemblée sous la forme présentielle. Cela dit, je sais qu'en début de semaine, lundi, le gouvernement a annoncé une modification éventuelle au niveau des rassemblements de 50 personnes et moins. À ce stade-ci, j'ai vérifié encore hier soir, j'ai trouvé de décret qui prévoyait les règles, les critères au niveau de ces rassemblements-là, les rassemblements qui pourraient être permis à partir du 22 juin, selon mes informations. Donc, je suis en mesure de statuer si ça change finalement notre interprétation au niveau du décret. Donc, à ce stade-ci, c'est toujours pas permis, à notre avis, de tenir les assemblées sur la forme présentielle. Parfait, merci Robert. Donc, ça fait écho à la question qu'on avait dans le chat, justement, sur, même avec le changement qui permet les rassemblements intérieurs de moins de 50 personnes. Donc, pour le moment, comme il n'y a pas de décret officiel, bien, pour l'instant, on ne peut pas statuer. Donc, je passerai à la question 3. Donc, peut-on reporter les redditions de comptes dans le cas de coopératives dont les membres n'ont pas accès à la technologie? Alors, je vous ai mis une petite dactylo, alors c'est clair que ça ne communique pas à distance. Alors, je passerai la parole à Robert. Et la réponse à cette question est oui. Comme vous le savez, finalement, il y a certains délais là, qui doivent être respectés par les coopératives, notamment pour la tenue des assemblées générales annuelles, mais aussi pour la transmission du rapport annuel au ministère de l'Économie et de l'Innovation. On parle de, dans le fond, l'assemblée annuelle doit être tenue dans les 6 mois de la fin de l'exercice financier de la coopérative, qui varie d'une coopérative à l'autre. Puis, en ce qui a trait à la transmission du rapport, on parle d'une transmission qui doit être faite dans les 30 jours, suivant la tenue de l'Assemblée. C'est sûr que le contexte actuel faire en sorte qu'une coopérative ne sera pas en mesure de respecter cette obligation-là, tant le délai de 6 mois, finalement, pour la tenue de l'Assemblée annuelle que pour la transmission du rapport. Cela dit, le ministère de l'Économie et de l'Innovation manifesté son intention de faire preuve de tolérance vis-à-vis ces obligations statutaires-là, parce que comme certains d'entre vous le savent peut-être, si vous ne respectez pas ces délais-là, techniquement, le MEI a le pouvoir de dissoudre une coopérative. C'est sûr que ce n'est pas un pouvoir qui est utilisé là, souvent, on le devinera. Cela dit, compte tenu que manifester son intention de faire preuve de tolérance, on est d'avis qu'effectivement, ce n'est pas très dommageable finalement de ne pas respecter ces délais-là, surtout que ça ne constitue pas des infractions non plus au sens de la loi sur les coopératives. Merci, Robert. Alors, j'ai une petite technicalité, là. J'ai quelqu'un, l'appelant numéro 2, qui a son micro ouvert. Alors, je demanderai à l'appelant numéro 2 de fermer son micro. Alors, on va passer à la question numéro 4. Dans le cas d'une coopérative qui doit verser des ristournes, quel est l'impact d'un report de l'Assemblée? Donc, je passe la parole à Evan sur cette question-là. Oui, merci. C'est sûr que dès qu'on parle de fiscalité et de comptabilité, la vraie réponse, il est écrit en gras sur la diapositive, c'est consulter votre comptable. Hein? Donc, pour avoir un vrai avis adapté à votre situation, c'est ce qu'il faut faire. Ça la donne que depuis les 100 derniers jours, on a eu quelques questions comme ça, puis on a vu quelques réponses de comptables. Donc, on est capable de vous donner un aperçu à plus haut niveau. Bon, vous le savez, c'est l'Assemblée générale annuelle qui détermine l'attribution des ristournes. Donc, si on reporte l'Assemblée, évidemment, on reporte le versement des ristournes. Donc, ça n'a pas de soi. Maintenant, au niveau fiscal, la coop a un délai suite à la fin de son année financière pour tenir son assemblée générale annuelle, 6 mois, à moins que ces règlements disent autre chose.
Et puis, l'impôt vient dire qu'elle a un deuxième 6 mois pour verser ce montant de ristourne-là et pas avoir d'impact dans son rapport d'impôt. Donc, il a fallu croire que, dans le fond, il reste encore un certain temps avant que ça soit problématique, puis que la coop doive émettre un rapport d'impôt, le corriger plus tard et autres. Donc, si tout se maintient et qu'il y a possibilité de tenir des assemblées bientôt, il ne devrait pas avoir de problème. Le principal problème, en fait, c'est si on dépasse, bien, qui n'est pas un problème parce qu'on peut le modifier après, c'est si on dépasse justement le 12 mois suivant la fin de l'année financière. Et là, ça peut avoir d'impact sur la déclaration d'impôt de la coop et aussi pour le membre, parce que pour le membre qui reçoit sa ristourne, si on dépasse le 31 décembre, mais ça va rentrer dans une année financière différente. Donc, il peut y avoir ces impacts-là, mais ils sont plus tard, probablement, dépendant de votre situation, hein, je le dis, il faut parler à son comptable, mais il y a des chances que ça soit correct comme planification. Aussi, sachez-le, encore là, vérifiez pour votre situation, mais les entreprises ont un délai supplémentaire pour envoyer leur rapport d'impôt, leur déclaration de revenus. Donc, il y a possibilité, là, certaines vont jusqu'au 1er septembre. Ça sera peut-être reporté, on ne sait pas encore, là, mais pour le moment, c'est sur l'information. De façon plus large, c'est sûr qu'il faut. Le conseil d'administration avait probablement déjà un plan d'attribution et de versement des ristournes à proposer à l'Assemblée. Posez-vous la question, dans le contexte actuel, est-ce que ce plan-là se maintient? Est-ce qu'il doit être modifié? Il va y avoir une pression des membres de recevoir la ristourne, puis à la fois une pression de la coop pour avoir de l'argent réel, et à la fois une pression de la coop de dire, ben là, on ne sait pas l'année prochaine et les suivantes vont ressembler à quoi. On aimerait ça garder les excédents un peu plus dans nos coffres. Donc, il y a vraiment, je crois qu'il faut quand même se reposer la question si est-ce que le plan qu'on était proposé est encore le bon. Parfait. Merci beaucoup, Evan. Donc là, on va tomber dans le vif du sujet avec cette question très complexe. Dans le contexte actuel, quels éléments devons-nous considérer avant de prendre la décision de faire une assemblée générale à distance? Donc là, pour cette question-là, comme elle est très complexe, nos deux intervenants vont intervenir. Alors, je passe la parole à Evan pour débuter. Je ne sais pas, Robert, si tu es d'accord de faire l'introduction juridique, puis après ça, j'y vais dans la nuance plus morale et plus aide à la décision. Oui, ça me va. Ça me va. Bon, au niveau des différents éléments à prendre en compte, là, à notre avis, bon, il y a plusieurs choses. La première chose qui serait à prendre en compte, c'est la position du MEI, comme on l'a discuté un peu plus tôt, là, qui manifestait son intention de faire preuve de tolérance. Bon, ça peut quand même nous rassurer là, de, par exemple, reporter l'assemblée annuelle dans les circonstances. Il y a aussi également au niveau de l'accessibilité des technologies pour vos membres. Là. On sait qu'il y a plusieurs coopératives au Québec là, qui regroupent majoritairement, par exemple, des aînés, des personnes qui n'ont pas nécessairement la facilité avec les technologies. Ça peut être un élément qui peut être pris en compte, effectivement, parce que, bon, il faut s'assurer quand même d'une certaine participation des membres, là, ne serait-ce que pour la validité de vos décisions qui seront prises. Il y a également, au niveau du risque juridique, finalement, ben, dans le fond, la loi sur les coopératives vient prévoir que si l'assemblée annuelle n'est pas tenue dans les 6 mois de la fin de l'exercice financier, la fédération de coopératives peut convoquer l'assemblée aux frais, finalement, de la coopérative. Bon, ça ne risque pas d'être arrivé quand même, là, on ne pense pas. Là. Dans les circonstances, mais c'est quand même un pouvoir que la fédération dispose. C'est également un pouvoir que les membres disposent. Les membres pourraient demander, par exemple, au tribunal de convoquer cette assemblée-là, par exemple, s'ils seraient très pressés de voir certaines décisions. Encore une fois, on ne pense pas dans les circonstances que ça va être le genre de décision qui va être fait d'un membre. Là. On ne pense pas qu'il va y avoir ce genre d'initiative-là dans vos coopératives, mais bon, chaque coopérative a son écosystème, là, et puis c'est problématique. Donc, ça reste une problématique là, du fait de reporter, de prendre la décision de reporter une assemblée annuelle. C'est un risque, là, finalement, juridique. Également, bon, il y a certains membres qui pourraient essayer aussi de contester certaines décisions qui seraient rendues dans une assemblée qui n'a pas été tenue dans les délais requis. Ça veut dire, bon, le pouvoir de surveillance, de contrôle des tribunaux là, au niveau des décisions, c'est pas quelque chose qui est utilisé fréquemment.
Donc, on ne pense pas qu'il y a un grand risque pour vous sur le plan juridique quand même de reporter l'Assemblée générale annuelle ou de la tenir à distance. Nous, on recommande quand même que vous la teniez dans les délais requis, là, compte tenu que la loi prévoit cela, puis ça diminue le risque. Mais c'est sûr que si vos membres n'ont pas accès à la technologie, comme je disais, ça pourrait être problématique. Finalement, certains membres pourraient dire qu'ils n'ont pas été régulièrement convoqués. Par exemple, ils n'ont pas pu être entendus au niveau de leur vote. Sinon, nous, ce qu'on recommande également, c'est au moment de la tenue de votre assemblée, qu'elle soit à distance ou qu'elle soit sous la forme présentielle, mais retardée finalement, on vous recommande de quand même faire adopter une résolution là, pour ratifier finalement la décision du conseil d'administration de reporter, selon le cas, l'assemblée annuelle ou de la tenir à distance là, dans les circonstances. Puis finalement, on ne pense pas là, que de retarder la tenue de l'Assemblée générale annuelle pourrait encourir, par exemple, la responsabilité personnelle des administrateurs, là, évidemment, qui se retrouvent un peu entre deux chaises. Là, soit on reporte ou soit on tient l'Assemblée annuelle à distance, des fois où les membres ne peuvent pas participer. Là, donc, on ne pense pas là, que les administrateurs pourraient, dans ces circonstances-là, encourir leur responsabilité personnelle. Puis, donc, ça met la base, en effet, sur les risques. Je pense qu'il faut décoder aussi un des critères importants, c'est la bonne volonté des gens. Si vous avez l'habitude que dans vos coopératives, il y a toujours des membres qui questionnent la procédure, qui essayent de voter 2 fois, qui veulent trouver des failles, prenez pour acquis qu'ils vont en trouver des failles dans une assemblée en ligne. C'est sûr. Donc, faut y aller dans la bonne foi des gens, la bonne volonté des gens. Mais si vous savez que c'est toujours problématique pour vous, ayez-le en tête. Maintenant, il faut aussi se questionner. J'ai quelques éléments, là, je pense à travers des éléments clés que l'on trouve pertinents là, pour savoir si vous êtes des candidats ou pas là, à l'Assemblée en ligne. Il faut savoir aussi c'est quoi votre intention stratégique face à l'Assemblée. Est-ce que votre objectif est de faire une assemblée pour remplir vos obligations, régler ça, état financier, petite élection, puis dans le fond, ça ne va pas durer longtemps? Alors ça, c'est peut-être intéressant. Si vous avez des attentes grandes auprès de vos membres pour faire la consultation, l'information, même du divertissement, bien là, ça demande une préparation qui est différente. Puis, il faut vraiment savoir, vos membres sont-ils capables de suivre le rythme que vous voulez amener. Donc, ça part beaucoup des gens qui vont présenter. Donc, l'autre critère, là, c'est vraiment, est-ce que les personnes qui vont présenter, donc pensons au conseil d'administration ou à la direction, êtes-vous confortable avec le fait de parler dans un écran d'ordinateur, donc à la caméra? Êtes-vous à l'aise à avoir des chats en même temps que vous parlez, puis tout ça? Donc, il faut quand même être assez confortable à ces outils-là. Et idéalement, si vous êtes capable de travailler sur 2 écrans, c'est vraiment facilitant là, pour la tenue d'assemblée de ce type-là. Autre critère, budget. Normalement, vous avez, encore là, ça dépend du type de coop, de la grosseur, le nombre de membres et tout ça, et même le type de membres que vous avez, mais vous avez normalement un petit budget qui est attitré à faire une assemblée générale. Des fois, il y a un petit lunch, des fois, il n'y en a pas, il y a une location de salle. Vous n'aurez pas ces frais-là cette année, si vous la tenez à distance, mais il y aura des frais quand même parce que la plupart des plateformes ont des frais, les conférences téléphoniques ont des frais. Vous allez peut-être vouloir jazzer un peu la convocation, mettre ça beau, créer de l'adhésion, donc peut-être un peu de graphisme à prévoir là, dans ce cadre-là. Puis, je vois la question, pourquoi 2 écrans? C'est qu'en termes de suivi de rencontre, vous pouvez sur un écran avoir vos documents, l'autre écran, les caméras. Vous pouvez diviser, dans le fond, ça élargit votre taille de l'écran pour voir plusieurs choses en même temps, qui vous permet de mieux conduire l'Assemblée ou mieux soutenir vos membres ou mieux présenter. Présentement, moi, j'imagine vous en doutez, j'ai des notes pour être sûr de ne pas me perdre. J'ai mes notes, j'ai la caméra, j'ai le chat, j'ai le PowerPoint, j'ai tout dans un écran, puis dans l'autre écran, j'ai des outils de communication avec les autres conférenciers pour être sûr qu'on est aligné. Donc, ça vous donne un exemple, c'est un beau test aujourd'hui, donne un exemple de ce que ça implique tenir une assemblée avec un groupe qui est à distance. Autre critère que je vous amène, c'est avez-vous des points
qui pourrait créer de la division où les gens risquent de vouloir parler, de vouloir s'exprimer. Si vous avez des points litigieux ou très importants, ben c'est compliqué de gérer le trafic. Les gens vont, c'est lent, hein, des assemblées à distance. Il y a des délais, il faut attendre, la personne ouvre son micro, puis tout ça, ça freine un momentum. Donc, le cadre d'assemblée générale annuelle n'est peut-être pas le bon cadre si vous voulez consulter vos membres, si vous voulez faire des annonces à vos membres. Utilisez d'autres types d'assemblées ou de rencontres pour annoncer ces choses-là ou aller les consulter ou autre, parce que vous voulez peut-être pas gérer ça, là, justement, là, cet afflux-là. Si les gens, dépendant de la plateforme, lèvent la main, cliquent sur le bouton « Lever la main », puis que vous avez 40 personnes qui ont la main levée, c'est un gros trafic à gérer. C'est une grosse pression que vous vous mettez. Donc, c'est peut-être pas le bon lieu pour faire ça. Autre critère, souhaitez-vous le faire seul ou accompagné? On recommande d'être accompagné parce que, justement, faire la présidence d'assemblée, faire la technique en même temps, c'est complexe, c'est de la pression. Même aujourd'hui, c'est pas une assemblée générale, mais il y a Marie qui est maître de cérémonie, qui anime. Il y a deux experts qui sont invités, Valérie à la technique. Il y a du monde en arrière de ça. Donc, il faut aussi faire ça lors d'une assemblée générale. Donc, c'est pas mal les clés principales. Il y en a d'autres que je dirai tantôt dans les autres questions, mais il faut vraiment prendre conscience que c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas la seule façon de parler à vos membres. S'il y a un gros morceau qui vous inquiète, parlez-en avec des accompagnateurs, voir si ce morceau-là est vrai ou c'est juste de l'impression. Bien, ça se peut que la recommandation, ça soit vous n'êtes pas de bon candidat pour une assemblée générale en ligne. Robert en a parlé, les risques ne sont pas si élevés de reporter. Donc, il faut vraiment que ça soit considéré dans cette situation-là. Puis, si vous le faites, il faut que tout soit clair. Il faut vraiment prendre le temps. Je terminerai la réponse à cette question-là en 3 mots. C'est préparation, préparation, préparation. Faut vraiment être prête, puis se poser les bonnes questions, puis être sûr. Il faut avoir fait des tests techniques et autres. Donc, moi, je m'arrête là pour le moment. Là. Je vais me garder d'autres choses tantôt. Alors, on passe justement à cette question technique. C'est tout à fait d'à propos. Donc, je vous inviterai dans le chat à écrire les plateformes que vous connaissez et aussi les avantages et les inconvénients pour le bénéfice de tous pendant que Evan répond à cette question-là, qui est quelles sont les fonctions que la plateforme choisie doit absolument comporter? C'est une question qui a été posée à plusieurs reprises. Absolument. Je passe la parole, Evan. Merci beaucoup. Vous voyez dans la présentation le texte de l'arrêté ministériel, 2 éléments qui sont importants là-dedans. C'est le premier, c'est que tous les membres puissent communiquer immédiatement entre eux. Donc, ça, c'est un premier critère. Donc, communiquer immédiatement, là, c'est s'entendre, c'est se voir peut-être, c'est s'écrire par le clavardage, c'est pouvoir répondre à un sondage. Donc, c'est ça les façons de communiquer. C'est le fun, les gens commentent bien avec les plateformes choisies. Excellent. Je ne vais pas faire des commentaires avec ce que les gens ont mis ensuite. Donc, ça, c'est la partie communication immédiate entre les membres qui est très important. Et l'autre façon, c'est que tout moyen de vote secret soit secret. Ça va de soi. Mais il y a vraiment cette obligation-là qu'il faut que ça soit bien secret lorsque c'est requis. Rappelez-vous, principe de base en communication, il y a seulement 7% de la communication qui vient par les mots. Le reste, c'est l'intonation, c'est le visage, le langage corporel. Donc, c'est vraiment, si vous êtes capable d'avoir un visuel puis que vous n'êtes pas beaucoup de membres, voyez-vous, c'est vraiment avantageux de pouvoir se voir parce que c'est beaucoup plus intéressant au niveau de la communication. Lorsque vous êtes beaucoup de membres, les plateformes, des fois, deviennent trop sollicitées quand il y a beaucoup de gens dedans. Donc, c'est mieux d'éteindre comme on fait aujourd'hui. Donc, on est à 50. Bien, c'est mieux de désactiver les caméras puis désactiver lorsqu'on veut parler ou autre. Donc, c'est comme ça que c'est géré. Donc, selon les 2 critères que j'ai mentionnés, bien, on pourrait faire une assemblée générale en conférence téléphonique.
c'est pénible parce que ça demande de faire un appel nominal. Donc, personne 1, membre 2, membre 3, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton choix? C'est très lourd, c'est pénible, mais ça se fait, surtout pour des petits groupes. Donc, parler, communiquer, un premier critère. Autre critère, c'est une facilité de gérer les inscriptions. Donc, il faut envoyer la convocation à tout le monde avec les liens de connexion et autres en même temps que l'avis de convocation, mais c'est toujours intéressant de savoir d'avance qui va être là. Donc, vraiment avoir une plateforme qui permet de gérer les inscriptions, soit à même la plateforme ou de façon distincte. Pour le webinaire aujourd'hui, c'est une plateforme distincte, c'était Google. Puis aujourd'hui, on est avec GoToMeeting. Donc, c'est deux plateformes, mais qui permettent justement d'aller chercher cette fonction-là qui est les inscriptions. Ensuite, affichage des participants. C'est un critère important. Il faut voir qui est dans la rencontre, puis il faut corroborer ça avec le registre des membres. Qui a droit de vote, qui n'a pas droit de vote? Y a-t-il des invités? Qui est administrateur, qui ne l'est pas? Dans des coops de producteurs, ou que le membre, c'est une personne morale, il faut avoir sa délégation pour être sûr que justement, c'est le bon membre qui est connecté, la bonne personne. Il faut authentifier les membres. C'est un peu ça le principe à retenir, une fonction de plateforme. Donc, ça, c'est très important à avoir pour assurer la crédibilité puis l'authenticité de la rencontre. Il y a des plateformes qui permettent d'afficher tous les participants. Teams, ça a été mentionné, là, Teams est maximum 9 personnes dans la nouvelle mise à jour, c'était 4 avant. C'est peu intéressant. Là. Si vous voulez voir les gens et que les gens ont l'équipement informatique pour le permettre, c'est pas une super plateforme pour faire ça. Mais il y en a d'autres que justement, on peut se rendre jusqu'à 350 personnes. On commence à être petit par contre, là, quand on est 350 sur le même écran. Bref, un affichage mosaïque est intéressant. Par contre, c'est lourd de connexion Internet, cet affichage-là. Donc, si encore là, vos membres, vous pensez qu'ils n'ont pas une bonne connexion à Internet, ce n'est pas un critère pour vous parce que dans le fond, vous n'allez pas activer leur micro, leur caméra. Ensuite, autre critère sur la plateforme, c'est une plateforme qui va s'adapter à la rapidité de connexion. Il y a des plateformes qui sont fixes, ils montent une vidéo en HD, c'est juste ça, en haute définition, c'est ça qu'ils font. C'est pas des super bonnes plateformes. La plupart des plateformes adaptent la qualité à la vitesse Internet, donc ça, c'est intéressant. Et une plateforme qui va aussi permettre de se joindre à l'audio de façon mixte, j'explique. Présentement, il y avait les deux options pour la rencontre d'aujourd'hui, soit que vous recevez l'audio par le téléphone, par l'ordinateur, donc vous avez les écouteurs ou les haut-parleurs de votre ordinateur, ou vous avez aussi l'option de l'entendre sur une ligne téléphonique. Donc, vous voyez le même visuel, tout le monde devant son ordinateur, son application, sa tablette ou son téléphone, mais l'audio passe dans un téléphone et non par Internet, ce qui soulage la bande passante et souvent donne une meilleure fiabilité du son lorsqu'on est en téléphonique. Poursuivre, j'ai d'autres critères. Ce qui est essentiel là, pour ceux qui vont parler, ceux qui vont présenter, un bon son, une bonne image, c'est mieux, faites des tests. Choisissez votre fond en arrière, plusieurs plateformes qui permettent soit de brouiller ou de mettre d'autres fonds, là, mais choisissez un fond intéressant. Donc, en termes de critères, c'est ça. Il reste le gros bloc qui est les élections, qui était source de préoccupation de quasi la totalité des participants. La plupart des plateformes permettent des sondages en direct dans la plateforme. Certains peuvent être confidentiels, certaines ne peuvent pas le mettre confidentiel. Si vous voulez faire des élections, il faut y penser. On aime bien la fonction de faire des salles. Dans une plateforme pour faire des collèges électoraux. Vous êtes peut-être habitué dans votre coopérative où quand c'est le temps des votes, chaque collège électoral s'en va dans un coin de la salle, puis ils font leurs élections, chacun leur procédure, puis après ça, on dit ceux qui étaient élus. Un tel fonctionnement peut se faire à travers une plateforme, mais c'est des salles. Celles qui le font, à ma connaissance, il y a Zoom et VIA qui le font. Il y en a évidemment d'autres, mais les plus utilisées, c'est celles
celles-là qui me viennent en tête. C'est important de dire aussi que lorsque c'est temps de faire des votes, il y a deux façons de le gérer. Soit que vous le gérez un candidat à la fois. Disons que vous avez 3 postes à combler lors des élections. Une personne à la fois. Donc, une personne à la fois égale, OK, on a 3 candidats. Pour le poste 1, voici. Pour le poste 2, voici. Pour le poste 3, voici. Il y a donc 3 votes qui se font. Puis à chaque fois, les candidats non élus sont admissibles au deuxième tour, dans le fond, pour le deuxième poste. Donc, ça, c'est une façon de le faire. L'autre façon de le faire, c'est d'avoir une plateforme externe à la plateforme de vote. Là. La seule qu'on a trouvée qui a la fonction, c'est Google, le formulaire Google. Le formulaire Google permet de dire, il y a 5 options, tu peux en choisir maximum 3. Ça, pour l'utilisateur, ce que ça implique, c'est qu'il est dans une plateforme où il y a la rencontre qui se déroule et il y a un lien qui lui est donné pour aller voter. Donc, ça, c'est une possibilité. Je vais vous nommer quelques plateformes. Là. Donc, Google, c'est la seule qui permet le vote complexe. Pour le vote simple, la plupart des plateformes permettent de le faire à même justement la rencontre et la plateforme. Sinon, si vous envoyez un lien à l'extérieur, ben ils font presque tout. Là. Microsoft Form, SurveyMonkey le fait, Doodle le fait, Frameadate le fait. Il y en a vraiment plusieurs qui permettent des votes simples de cette façon-là. Sinon, un bon accessoire peut être une personne neutre qu'on va aller chercher, qui va aider, qui va gérer les réponses, qui va recevoir les réponses par texto, qui va les recevoir par courriel, par exemple. Donc, un président d'assemblée ou d'élection ou un scrutateur qui va permettre justement de recueillir et de valider versus la liste des membres, versus pour être sûr que justement quelqu'un n'ait pas rentré 2 fois son vote. Donc, comme ça permet de valider. Quand là, c'est des délais. Il ne faut pas avoir comme attendre que c'est très rapide comme procédure, mais il faut avoir ça en tête là, à ce niveau-là. Il y a aussi beaucoup de coopératives qui ont une procédure d'élection prévue au règlement. Idéalement, on la respecte. Si ce n'est pas possible de la respecter, idéalement, il faut y avoir pensé avant la convocation. Donc, si on y pense avant la convocation, ça implique qu'on peut proposer une modification de règlement pour prévoir justement une procédure d'élection. Si on n'y a pas pensé, puis que finalement, c'est en faisant le test technique qu'on s'en rend compte, bien, il y a toujours la possibilité qu'il y a des risques, là, mais la possibilité que en assemblée, les gens conviennent, votent une procédure d'élection spécifique là, pour cette étape-là. Mais ce n'est pas une procédure là, éprouvée. On est mieux de l'avoir fait avant la convocation. Donc, rapidement, les grandes plateformes, j'arrête pas de dire le mot plateforme depuis tantôt, là, mais vous les connaissez, j'en ai vu plusieurs là, qui ont dans le chat qui sont arrivés. Donc, il y a Zoom, en effet, Teams, avec ses limites. Si on est un petit groupe, c'est facile parce qu'on peut voter dans le chat, dans le clavardage. Il y a la petite application Poly là, qui nous permet de faire des votes simples, non confidentiels, mais des votes simples quand même. Ou si on se voit toutes, bien évidemment, un vote la main levée, c'est aussi possible là, si on se voit toutes. Facebook fait des solutions pour se voir, Google Meet, WebEx, j'ai l'impression de faire du name dropping, là, mais c'est toutes des plateformes via les plus grosses, Digicast. Nous, on a retenu, puis petit mot quand même intéressant. Là. Il y a une coop qui fait ça comme service. Fait que je pense que c'est intéressant de le savoir puis de l'encourager. Nous, on a fait un partenariat avec eux là, pour proposer leur service, justement. C'est la coop Web TV. Ils ont créé une plateforme, justement, qui s'appelle VisioWeb, qui permet, c'est basé sur Jitsi, là, je voyais le nom tantôt dans le chat. Ça permet, justement, c'est assez facile, là. On est accompagné par la coopérative de façon technique et puis c'est une solution qui est proposée, qui n'est pas très chère, qui est vraiment intéressante. Puis ils sont sur le point de finaliser justement l'intégration des votes complexes dedans. Donc c'est vraiment facile vu qu'il y a le service technique qui vient avec ça.
Donc, puis évidemment, là, vous pouvez les appeler direct, là, pas obligé de passer par nous là, nécessairement pour avoir ce service-là. Donc, c'est vraiment ce qui est les critères de décision pour le choix d'une plateforme, c'est essentiellement ça. Je voyais des commentaires passer dans le chat. Il y a en effet des coops qui ont décidé de tenir l'essentiel de l'Assemblée, sauf les élections, et de reporter les élections plus tard. C'est une façon, je ne sais pas, Robert, si tu as des commentaires sur cette possibilité-là. J'ai plusieurs coops qui le font, en effet, parce qu'ils préfèrent souhaiter un moment donné voir les administrateurs. Ce que ça implique, c'est que les administrateurs actuels poursuivent leur mandat jusqu'à la prochaine élection. Là. Ça, c'est clair. Je ne sais pas s'il y avait des commentaires là, suite à ça. Effectivement, là, techniquement, même si le mandat d'un administrateur vient à échéance, il continue d'être en fonction là, avant qu'il soit réélu ou remplacé. Donc, techniquement, il va demeurer en fonction à moins qu'il démissionne finalement dans l'année suivante. Puis bon, il pourrait avoir, par exemple, certains administrateurs qui ont un mandat de 2 ou 3 ans. Dans ces cas-là, bon, il n'y aura pas nécessité de toute façon d'avoir une élection. Donc, c'est des questions qui se posent, mais ça dépend toujours des règlements aussi de la coopérative là, en question. Je n'ai pas fait de recherche là, par rapport à cette question spécifiquement, mais c'est vrai que c'est une avenue qui pourrait être intéressante à vérifier. Parfait. Peut-être, Evan, on a une question qui est sur conserver les résultats des élections pour archives. Peut-être juste entendre là-dessus, c'est quoi tes techniques pour ça? Oui, bien, selon ce qui est utilisé, hein, parce que ce que je vous ai exprimé, c'est qu'il y a 2 options, le vote dans la plateforme dans laquelle il y a la rencontre et le vote dans une plateforme externe qui est juste dédiée au vote. Dans les 2 cas, on voit la personne qui reçoit les résultats. Il faut qu'il y ait quelqu'un de nommé, là, le président d'élection ou scrutateur. Les résultats sont vus par cette personne-là. Donc, la façon d'archiver, si vous voulez les garder, eh bien, pour audit ou peu importe pour quelle raison, bien, vous les gardez. Hein. Dans le fond, c'est quand c'est une plateforme externe de type Google Form ou autre, ben, c'est dans un classeur Excel. T'sais, la donnée est dans un classeur Excel, donc vous l'avez. Puis quand c'est une plateforme en ligne qui permet aussi la vidéo, eh bien, c'est gardé dans les notes de rencontre. Donc, c'est accessible. Là, évidemment, si vous voulez les garder pour plus tard, faites des captures d'écran ou téléchargez-les, regardez là, la façon de les garder. Mais oui, c'est possible. En complément de ce que Evan a amené par rapport au vote secret, Evan a parlé d'une possibilité, par exemple, d'avoir un scrutateur ou un président d'élection qui recueille le vote et qui, lui, connaît finalement les résultats ou, par exemple, l'identité de la personne qui a voté. J'aimerais ajouter qu'il faut quand même s'assurer, si on procède de cette manière-là, d'obtenir une résolution là, unanime là, finalement des membres, là, afin de s'assurer que ce mode de fonctionnement-là est accepté. Nous, c'est ce qu'on recommanderait parce qu'autrement, on pourrait, par exemple, il y a un membre qui pourrait se plaindre là, en disant que le vote n'est pas secret au sens strict, dans le sens qu'il y a quelqu'un qui connaît l'identité finalement de toutes les personnes votantes. Donc, à ce niveau-là, il faut quand même s'assurer d'avoir une résolution. Autrement, il faut utiliser une autre méthode pour le vote, pour s'assurer vraiment qu'il n'y a personne finalement qui va connaître l'identité des personnes votantes. Puis, j'aurais un complément. Je vois une question là, concernant 260 à 500 personnes. La plupart, il y a des plateformes qui se rendent jusqu'à 40 000 personnes. Ce n'est pas un enjeu. La plateforme, ce n'est pas un enjeu. Par contre, l'enjeu, c'est vos attentes et les attentes des membres. Si vous avez comme attente que tout le monde se voit, ce n'est pas réaliste. Donc, la façon de faire des assemblées avec un grand volume de membres, c'est vraiment chacun, il n'y a personne qui va activer sa caméra autre que les présentateurs. C'est un mode webinaire, vraiment. Donc, c'est seulement les présentateurs qu'on va voir. Ça a des défis si on veut faire intervenir d'autres personnes. Là. Il y a certaines plateformes qui permettent d'aller chercher un participant, allumer sa caméra et autres. D'autres ne le permettent pas. Bref, c'est faisable. Il faut juste que les attentes soient réalistes. Ça ne sera pas super participatif, là, autre que des votes là, qui peuvent se faire. Là. Parfait, merci beaucoup. Il nous reste 2 questions avant de passer à des questions live.
Donc, je passerai à la question 7 qui est, est-ce que la convocation aux membres doit être adaptée en fonction de la tenue d'une assemblée générale en ligne? Donc, Evan, à toi la parole. Oui, j'ai donné des indices plus tôt. La réponse est oui, en effet. Donc, il faut vraiment prendre les gens par la main. Ils ne sont pas habitués, hein, c'est nouveau. Donc, ça dépend c'est qui votre type de membre. Donc, évidemment, l'avis de convocation doit être envoyé selon ce qui est écrit dans les règlements. Ça, c'est très normal, mais nous, ce qu'on recommande, c'est que toutes les informations pour joindre l'Assemblée soient mises dans l'avis de convocation. Donc, si ça implique un lien, un mot de passe pour accéder à une plateforme, puis tout ça, il faut que tout soit là-dedans. Il ne faut pas que les membres commencent à se mêler entre 2, 3 courriels reçus de la coop, d'un tiers qui organise l'Assemblée. Donc, il faut vraiment que ça, faut rendre la vie simple. Donc, voilà. Et je l'ai dit, là, si la procédure d'élection ne convient pas, ben, il serait assez judicieux là, de proposer une modification de règlement pour avoir une procédure d'élection qui est plus adaptée. Parfait, merci Evan. Alors, la dernière question qu'on avait reçue, avez-vous des idées pour favoriser la participation des membres à distance? Très bonne question. Ça reste un défi. Ça dépend du type de coop, ça dépend des intentions stratégiques entourant la tenue. Ça se peut que votre intention, ça soit pas qu'elle soit participative, parce que faut que ça soit réglé et fini. C'est correct. Si votre intention, c'est d'avoir plus de gens, encore là, il faut avoir les attentes à la bonne place. On est mieux de cibler là, qu'est-ce qu'on veut donner comme message, qu'est-ce qu'on veut comme expérience. Avoir des attentes réalistes aussi. Là, si les caméras de tout le monde sont fermées, il y aurait lieu de croire que les gens ne font pas seulement qu'écouter l'Assemblée. Ça se peut qu'ils soient en train de faire d'autres choses aussi en même temps. C'est rendu ça, là, le quotidien. C'est correct, c'est la nouvelle norme. Donc, c'est ça, il faut avoir les attentes à la bonne place par rapport à ça. Maintenant, si vous dites, oui, nous, on veut vraiment augmenter la participation des membres, un coup qu'on s'est dit ça, bien, c'est sûr que c'est un peu les mêmes techniques que d'habitude. Avoir une image soignée, peut-être un visuel qui crée un fil conducteur de la convocation à l'Assemblée, puis tout ça. Donc, qu'on ait le goût de participer, ça semble intéressant. Peut-être un thème de l'Assemblée, communiquer clairement. Il ne faut pas que les gens aient l'impression que c'est compliqué. Si c'est ça, c'est sûr qu'ils n'iront pas. Donc, il faut que ça soit assez limpide comme information. Puis ben, qu'est-ce qui préoccupe vos membres? Encore là, ça dépend de la taille et du type de coop que vous avez, mais s'il y a un enjeu qui préoccupe vos membres en lien avec la pandémie ou en lien avec vos services, des produits que vous avez de l'avant, que vous vendez ou que vous offrez, ben, engagez-vous à en parler. Et puis, comme ça donne un coup plus intéressant à y participer. Maintenant, pendant, quelques techniques, encore là avec des attentes réalistes. C'est pas fait pour tout le monde. Mais si vous dites, ben nous, on a des membres qui sont prêts à en prendre au niveau techno, bien, vous en voyez plusieurs là à la diapositive, ben, un brise-glace ludique, drôle, une question dans le chat qui concerne votre coop, c'est quoi votre état d'âme, qu'est-ce qui est à portée de bras alentour de vous. C'est des exemples de questions ludiques qu'on peut avoir qui brisent bien le temps. Avoir aussi combler le temps mort, là, la fameuse musique d'ascenseur là, qu'on veut laisser de temps en temps parce que des vides, c'est plate. Donc, si vous êtes capable de combler le temps mort avec des visuels en disant on est en pause, vous êtes connecté, on s'en vient, puis tout ça, c'est intéressant. Des témoignages aussi, si vous voulez avoir des membres ou des partenaires qui viennent témoigner pour alterner les présentateurs, c'est un peu ça l'idée. Vous avez une série, là, Kahoot, Slido, WooClap, Lumio, Simply Voting, c'est des noms de plateformes qui permettent, encore là du name dropping, mais qui permettent d'avoir une participation par texto, qui peut avoir un nuage de mots. Donc, quand on prend les préoccupations des gens, eh bien, on les voit apparaître sur un nuage de mots. Il y a plein de sondages faciles, agiles qu'on peut faire avec ça. Donc, il y a moyen d'avoir quelque chose de pas trop compliqué et d'intéressant. Encore là, si vos membres sont capables de prendre, parce qu'il y a déjà une couche de tenir l'Assemblée en ligne. Si vous ajoutez la couche d'une troisième plateforme à utiliser, ça peut être complexe. Puis, en terminant, c'est écrit en bas, là, photo de famille. Si vous avez une mosaïque de tous les participants,
prenez une photo, pouce en l'air avec un accessoire ou juste tout le monde content. C'est des belles archives à garder, se souvenir de cette année exceptionnelle. Donc, ça crée de la mobilisation aussi. On peut mettre ça sur les réseaux sociaux après, la belle photo de famille avec la mosaïque, là, si tout le monde, évidemment, a les caméras mis. Puis, ben, laissez aller votre créativité. Là. Il y a moyen d'avoir du plaisir sans exagérer, parce que ça, c'est un équilibre à trouver, sans exagérer, mais aussi en respectant la capacité de vos membres à vous suivre. Il y avait une petite question en lien avec la convocation. Quelqu'un qui dit: j'ai indiqué que le lien vers la conférence sera envoyé à tous ceux qui confirmeraient leur présence. Est-ce que j'ai commis une faute? Je laisserai Robert répondre. Ben, tu sais, c'est quand même une question complexe parce que la loi ne prévoit pas la manière de convoquer à une assemblée à distance compte tenu que les assemblées à distance, techniquement, ne sont pas permises, comme on discutait plus tôt. Donc, c'est quand même une question complexe, mais à notre avis, quand même, le compte tenu que normalement, l'avis de convocation doit inclure la date, le lieu et l'heure, on assimile ça à toutes les informations finalement pertinentes pour pouvoir assister à l'assemblée. Il n'y a pas besoin d'autres informations finalement ce membre-là. Normalement, c'est le lieu, la date et l'heure et c'est amplement suffisant. Donc, nous, on assimile quand même à ce que l'avis de convocation devrait finalement inclure ces informations-là. Est-ce que vous avez commis une faute? Est-ce que ça peut, quelles pourraient être les conséquences finalement d'avoir cette espèce de convocation qui pourrait, selon notre interprétation, ne pas être conforme à la loi? Il pourrait avoir un membre qui pourrait tenter encore une fois de faire annuler les résolutions qui ont été adoptées au cours de cette assemblée-là, compte tenu que, par exemple, il n'y avait pas les informations nécessaires. Cela dit, dans la mesure où, dans l'avis de convocation, il y a tout ce qu'il faut pour communiquer avec vous, pour avoir ensuite le lien vers la conférence. Ça serait vraiment une question de fait intéressante là, qui pourrait être posée à un tribunal. Là. Mais cela dit, comme on disait un peu plus tôt à la conférence, le pouvoir de contrôle des tribunaux n'est pas souvent exercé là, pour ce genre de situation-là. Donc, nous, on n'aurait pas trop d'inquiétude. Mais dans le doute, si votre assemblée n'est pas encore tenue, vous pourriez renvoyer là, un avis de convocation prévoyant toutes les informations nécessaires. Parfait, merci beaucoup, Robert. Alors, je passerai aux questions du public. J'avais Joseph Nofal qui avait une question. Vous pouvez allumer votre caméra et votre micro. Bonjour. Bonjour. Oui. Vous m'écoutez, c'est ça? Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Joseph Nofal. Je suis directeur général de taxi d'une compagnie de taxi. On a 275 membres. Déjà, c'est houleux de faire une assemblée réelle. Donc, maintenant, on a une assemblée. Je dois faire une assemblée au mois de mars, mais ça a été annulé. Une assemblée extraordinaire au mois de mars a été annulée à cause de la COVID. C'est une réunion très importante à cause de la nouvelle loi dans l'industrie de taxi qu'on doit prendre des décisions très importantes. Donc, c'était une assemblée d'information et de consultation et de prise de décision très importante pour des modifications structurelles dans notre régie et dans la façon de travailler. Maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de nos membres sont âgés, ils ne sont pas techno. Et déjà, lorsqu'on fait des votes, lorsque nous sommes présents dans une salle, c'est déjà houleux là et très difficile à gérer ça. Je veux poser la question d'une façon un peu différente. Est-ce que dans des cas comme ça, est-ce que le conseil d'administration peut prendre les décisions nécessaires à cause de l'urgence de la situation, qui prend des décisions et ces décisions-là ne peuvent pas être après contestées par les membres à cause qu'ils ont pris eux-mêmes la décision sans retourner à l'Assemblée générale. Je peux essayer de répondre à la question. Je ne suis pas sûr si votre question, c'est, parce qu'au niveau de la modification de la structure de la coopérative ou de la modification par exemple, quand on veut procéder à une fusion, ou il y a différentes situations où ça implique nécessairement un vote des membres. Même une modification des règlements généraux, normalement, ça demande une modification, ça demande une décision des membres. Donc, le contexte actuel ne change pas ces obligations-là, finalement, du conseil d'administration de soumettre
certaines décisions à leurs membres en assemblée générale ou en assemblée extraordinaire. Donc, non, nous sommes d'avis que le conseil d'administration ne pourrait pas, mais bon, je ne sais pas exactement c'est quelle décision que votre coopérative entend prendre. C'est des décisions qui concernent seulement, par exemple, le mode de fonctionnement interne finalement de la coopérative, mais sans toucher au règlement. Par exemple, un code d'éthique pour les administrateurs, bon, ça pourrait être adopté par le conseil d'administration, ça, il n'y aurait pas de problème. Mais il n'y a pas eu de modification finalement suivant l'avenue de la COVID, puis avec les décrets qui ont été adoptés, puis les arrêtés ministériels là, qui ont été adoptés par le gouvernement, il n'y a pas eu de modification au niveau des rôles finalement de l'Assemblée des membres vis-à-vis du conseil d'administration. Il y a vraiment la modification aujourd'hui, c'est vraiment au niveau de la formalité pour tenir l'Assemblée. Bon, c'est maintenant permis de la tenir à distance. Mais à part de cela, au niveau des rôles, il n'y a rien qui a changé. Je suis d'accord avec vous, mais le problème, tenir à distance, ce n'est pas quelque chose que ça va être très facile pour gérer 275 personnes. Hein. Parce que nous, on n'a pas de quorum. Donc, si je peux aller ramasser 10 personnes, je fais une assemblée. Est-ce qu'ils vont la contester après, les décisions de cette assemblée-là? Moi, je ne peux pas vous dire que si vos membres vont contester ou non, mais c'est sûr que je pense qu'il y aurait une possibilité dans la mesure où les membres n'ont pas été valablement convoqués, même si vous regroupez un certain nombre de membres, puis bon, les membres présents constituent le quorum, c'est une chose, mais si les gens n'ont pas été valablement convoqués, effectivement, d'autres membres qui pourraient se rendre compte a posteriori qu'il y a une assemblée qui a été convoquée, puis il y a des décisions qui ont été rendues. Il pourrait quand même contester les décisions effectivement devant les tribunaux. Là. Donc, pour nous, ça serait risqué quand même de procéder de cette façon-là. Puis, si je peux ajouter un peu, j'entends que c'est probablement un gros morceau comme décision. Donc, si cette décision-là, c'est un trop gros morceau, pourquoi pas la scinder, la découper? Donc, un premier moment qui est, ben voici les nouvelles en lien avec la réglementation puis tout ça, qui est en mode, on vous donne de l'info, puis donnez-nous du feedback. C'est sûr que le bout de donner du feedback, c'est soit qu'on les entend avec la voix, donc là, les gens dans une plateforme lèvent la main, mais là, j'entends qu'ils ne seront pas super à l'aise. Donc, c'est peut-être dans des sondages, c'est peut-être dans des textos, justement, pour avoir des commentaires, puis tout ça, juste pour avoir le pouls, puis tout ça, puis au moins avoir mis la table. On ferme ça, c'est réglé, on vous a informé. Puis là, après ça, on fait une vraie assemblée qui va demander un vote après. Donc, on a géré les émotions. Les gens ont pu décanter un peu. Puis après ça, quand c'est temps de prendre la décision, bien, il y a peut-être de l'intelligence collective qui s'est créée entre-temps, peut-être pas. Mais là, vous êtes plus en mode, là, on prend la décision, puis il y aura un vote. Ça peut être une façon de le voir. Est-ce qu'on peut faire une assemblée, plusieurs assemblées pour une assemblée, c'est-à-dire diviser par groupe de 50? Je serais porté à dire non, mais je vais laisser Robert répondre. Je ne suis pas sûr dans quelle situation vous voudriez faire ça. Vous voudriez faire, parce que techniquement, l'Assemblée doit être, tous les membres doivent être convoqués à l'Assemblée. Donc, vous, ce que vous voulez faire, je comprends que vous voudriez envoyer l'avis de convocation à certains membres seulement pour tenir votre Assemblée? Non, par exemple, on a 300 membres. Donc, je ne peux pas mettre sur la plateforme 300 et gérer 300. C'est impossible. C'est impossible. Et de gérer les votes et de gérer les débats. C'est les débats qui vont être gérés parce qu'ils ont le droit de parole. Ils doivent dire pourquoi on a fait ça. Ils doivent faire des débats. Donc c'est houleux. Hein, c'est pas facile. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce qu'on peut le faire par partie? Juste comme ça va venir sur ma tête. Parce que c'est houleux, là. Juste penser à ça, à 300, là. Donc, qui ne sont pas techno. Comment je vais vérifier la présence de chacun? Il n'a pas de caméra. Comment je veux savoir que c'est Evan qui est là-bas? Bon, peut-être c'est sa sœur, peut-être c'est son cousin qui a voté. Donc, encore, il y a beaucoup lieu à des contestations. C'est pourquoi je trouve que c'est houleux. Je ne peux pas fonctionner là. J'ai besoin de prendre des décisions. C'est très important qu'on fait une assemblée. Je lui ai dit de faire au mois de mars. J'ai préparé les papiers pour les envoyer par courrier le 11 mars, puis j'ai bloqué après. Donc, c'est ça, c'est très délicat. J'ai un avocat on travaille là-dessus, comme on va le faire avec les copropriétés. On travaille là-dessus. Je suis gestionnaire de copropriété en même temps.
Mais c'est pas si facile que ça. Puis je pense qu'il faut être accompagné. C'est un mot-clé, je me permettrais de dire. Là. Faites pas ça tout seul. Il y a des professionnels qui font ça. Merci. Oui. Merci. Evan, c'est exactement ce que j'allais ajouter. Dans des cas très complexes, c'est important d'aller chercher de l'aide. Passer l'autre diapo. Donc, comme il est 11h27, si vous avez posé des questions et qu'elles n'ont pas été répondues, on va s'assurer d'envoyer les réponses à vos questions par courriel. On va aussi vous envoyer la présentation PowerPoint avec les réponses, donc une présentation PowerPoint plus détaillée, ainsi que le lien pour revisionner le webinaire. Donc, je passerai la parole à Robert, qui a son micro ouvert, pour faire un brève mot de clôture, et Evan aura la parole aussi pour un bref mot de clôture. Voilà. Alors, merci à tous pour votre présence. J'espère que vous avez apprécié la présentation. C'est sûr que si vous avez des questions complémentaires là, par rapport à la tenue de vos assemblées, vous avez certains questionnements, comme Joseph a soulevé un peu plus tôt, je vous invite à nous contacter. Comme je vous disais un peu plus tôt, là, on regroupe 50 professionnels avec 20 champs d'expertise différents, là, autant des services en communication, marketing, comptabilité, des services juridiques, évidemment, du développement organisationnel, développement stratégique. Donc, on dispose d'une grande expertise, là, puis on peut vous aider finalement dans ce contexte-ci à développer votre croissance dans certains cas, dans d'autres cas, à modifier votre structure, là, un peu comme la question qui venait de nous être posée. Donc, on est à votre service. Là, on vous invite à nous contacter là, si jamais vous avez des questions. Merci beaucoup. Puis, je m'ajoute à la voix de Robert en vous remerciant. C'est toujours intéressant quand il y a de la participation dans le chat. C'est vraiment super intéressant. Petit mot pour dire, on a nous une petite équipe interne, là, un groupe dédié. On fait ce service-là d'accompagnement à la tenue des assemblées générales à distance. Là. On l'appelle affectueusement le partage de la charge mentale d'assemblée virtuelle. Donc, c'est quelque chose qu'on fait, puis on est sans frais pour faire ce service-là là, grâce au CQCM et au ministère de l'Économie. Donc, c'est quand même intéressant. La seule chose que vous payez, c'est le frais de plateforme parce qu'on utilise des plateformes qui ont des frais, entre autres la Web TV là, qui est un de nos fournisseurs retenus qu'on aime bien travailler avec. Là. Donc, voilà. Parfait. Donc, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer des questions par courriel suite à ce webinaire-là. Alors, je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci. 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 Merci.